Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Nous allons donc dialoguer autour d'un thème passionnant. Bien sûr, c'est le corps et la religion, mais c'est un des thèmes les plus passionnants. Fatalement, c'est notre débat, donc c'est le plus passionnant. Le corps qui aime, le corps qui jouit. Pour dialoguer, sonder, s'interroger, s'étonner et prendre aussi du plaisir à construire autour de ce thème, nous accueillons Axel Red, auteur, compositeur, interprète, des chansons que l'on garde tous en mémoire, Restez femme, par exemple. Ambassadeur de bonne volonté de l'UNICEF depuis 20 ans, elle a sillonné le monde, constaté, écrit et composé. Djemila Benhabib est essayiste, journaliste, conférencière, militante pour la laïcité et la liberté d'expression. Madame, vous avez publié Ma vie à contre-courant ou encore Après Charlie, vous nous venez du Québec. Sylvie Losberg, de chez nous, historienne, psychanalyste, élue présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique en février 2018 pour un mandat de 4 ans et présidente de la commission éthique. Alors il va être question de loi et de désir, un corps dans les religions monothéistes très sacralisé, réceptacle du divin, mais aussi de l'amour, mais à la fois oublié et très souvent méprisé. Des lois, des prescrits rigoureux, rigides, qui visent d'abord le corps, étonnamment, des femmes. Maîtriser leurs désirs, leur sensualité, leur désir d'enfant ou leur non-désir, des prescriptions qui sont même intériorisées par les femmes dans une société sécularisée. Nous y reviendrons au cours de ce débat. Alors, l'expérience est toujours très importante, le témoignage aussi. Nous allons donc partir des expériences du vécu pour aller vers l'histoire, vers la politique, vers l'anthropologie. Il sera question ici d'abord de la femme et des femmes et de leur corps cadenassé par la religion. Le rapport au corps féminin est obsessionnel, mêlé de fascination et de panique dans les religions, les 3 religions monothéistes. Il sera aussi question de patriarcat, d'autorité exprimée et bien sûr de domination puisqu'il est question de pouvoir. Comme si le pouvoir masculin voulait à tout prix soumettre ce qui lui échappe biologiquement, c'est-à-dire la femme, sa différence. Il semble croire qu'il peut ainsi reprendre aux femmes la maîtrise de l'avenir, mais surtout la maîtrise de leur avenir. Axel Red, je me tourne d'abord vers vous. Je le disais, vous avez sillonné le monde en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, et ce thème du corps qui aime, qui jouit, mais qui est entravé, contraint, malmené, celui des femmes, mais aussi des jeunes filles, ceci rencontre tout à fait votre expérience. Quelle est votre expérience à ce sujet? Vous voulez que je réponde juste à votre question ou je peux vraiment parler de ce que j'avais envie de dire? Je ne vais pas parler pendant des heures, mais quand même un petit peu. C'est un peu perturbant parce que je viens de faire un débat incroyable, un échange avec des jeunes étudiants, mais c'était d'autres mots, alors j'essaie de ne pas tout mélanger. Bon, il y a quelques années, lors de ma tournée en Asie, j'ai visité une école dans la province la plus pauvre du Vietnam. C'est un pays que je connais depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, je suis retournée, déjà à l'époque, j'y allais quand les frontières étaient fermées et je voyais les gens handicapés de la guerre. Je suis retournée beaucoup de fois pour handicap. Cette fois-ci, j'étais avec UNICEF, donc j'étais ambassadrice pendant 20 ans. Et je savais depuis très très longtemps, et ça m'intriguait toujours, qu'ils ont un des taux les plus hauts du monde pour les violences domestiques. Alors, comme je le fais un peu toujours, très prudemment, j'ai improvisé. J'ai demandé de voir une classe d'enfants de 14 ans, ce qui est déjà assez incroyablement rare dans un monde, dans une région pauvre, d'avoir une classe secondaire avec des filles et des garçons. Mais donc, voilà, le débat a duré 2 heures et les filles ne voulaient plus s'arrêter. Elles ont raison. Chaque minute, 6 femmes ou filles sont tuées par quelqu'un qu'elles connaissent très bien. Un membre de famille, mari. Je suis très contente aujourd'hui, en fait, qu'il existe ces conférences, qu'aujourd'hui, enfin, les violences contre les femmes sont devenues une priorité, même pour les gouvernements qui le prennent dans leur programme, pour les associations humanitaires, d'ailleurs aussi pour handicap. Moi, je suis ambassadrice aujourd'hui. En fait, ce thème, depuis des années, on peut dire qu'il m'obsède. Il me traumatise parce que tellement je me disais c'est pas possible, personne n'en parle, toutes ces cruautés. Alors je l'ai analysé
énormément, j'ai écrit pour mieux comprendre, pour pouvoir en parler. Je fais plus de 46 chansons autour du thème. À un moment donné, je donnais plus de débats que je faisais de la musique. En fait, dès que j'ai commencé à m'engager en 96, j'avais de plus en plus de mal en fait, à soutenir une campagne de vaccination de bébés pour savoir quelques années plus tard qu'ils étaient sans protection quand ils étaient vendus à un soi-disant mari, à un proxénète, dans une usine. Si déjà elles n'étaient pas vitriolées, tatouées, rasées, lavées, pelées avant d'être mariées, pilées, emballées de la tête aux pieds, ou soit découvertes et scandalisées, coupées les génitales, la tête, ou encore les pieds, comme par exemple la petite fille à qui on coupe les chaussures, les pieds, dont les chaussons rouges de Grimm, très inspirés du catholicisme, parce que danser, c'était bien sûr la liberté du corps. Et alors, évidemment, après, elle meurt et elle va droit dans le paradis. Génial. En fait, toutes les mythologies, les contes de fées, les livres religieux, c'est ça, en fait. C'est pour juste moraliser ou réglementer très strictement le corps, je dirais, de la fille, de la femme. J'avais du mal aussi chez Handicap de voir, par exemple, offrir une nouvelle vie, une prothèse à une enfant victime déjà d'une bombe lâchement lancée, pour en fait la voir, comme vous le savez, les handicapés sont très fragiles, encore une fois violés. Arme tactique d'ailleurs dans la guerre. Je me souviens toujours de ce garçon qui était profondément bon. C'était un ex-enfant soldat. Il venait du Kivu, au Congo. Et il racontait comment il avait été obligé de violer toutes les filles entre 7 et 11 ans. Les autres, il devait les laisser pour les chefs. Il disait à cause de ça, il avait perdu son droit d'aimer. Ça m'a tellement percé le cœur. Mais c'est vieux comme tout. Toute guerre, religieuse ou pas, signifiait violer à volonté au nom de Dieu. D'ailleurs, Moïse, déjà, avant d'entamer un des nombreux génocides du Vieux Testament, épargnez personne. Spare all, but do spare. Donc épargnez all the young girls who have not known by lying with men. Keep alive for yourself. Pour ceux qui n'ont pas compris, le corps de la jeune femme, symbole de la procréation, c'est à travers son corps que la culturelle va continuer à exister. C'est à travers son corps. Son corps, on veut le contrôler. Et alors, il appartient à tout le monde, sauf à elle-même. Le père, la belle-mère, le soi-disant l'époux, l'acheteur, chef religieux. Et pour s'en débarrasser d'ailleurs aussitôt, qu'il ne sert plus. Je pense toujours à mon chien, en fait. Ma chienne, plutôt. Il y a 2 ans, en fait, on l'amenait chez le vétérinaire pour la fertiliser. Alors du coup, j'ai commencé à me dire, mais de quel droit? Je ne lui ai même pas demandé son opinion. C'est la même chose, en fait. J'ai cette image aussi en tête à Sierra Leone, un pays qui a connu 5 ans de guerre. Ces filles rejetées par, premièrement, le mari, parce qu'elles avaient une fistule. Elles se promenaient nulle part sans leur peau, pour leurs besoins. Elles sentaient mauvais, donc en fait, elles étaient rejetées par tout le monde. Excusez-moi, Axel, est-ce que vous avez l'impression qu'il s'agit d'un système de domination où le corps est contraint, ou cela vient d'un système religieux qui est tout à fait intériorisé, mais qui n'est pas nécessairement manifesté? Pardon? Donc, quand tout ce que vous décrivez, ce sont des faits très quotidiens, une pratique sociale, est-ce qu'il y a un lien avec la religion? Bien sûr qu'il y a un lien avec la religion, c'est-à-dire que toutes les lois qui existent, d'abord ce sont des lois universelles et sont tellement justes qu'on peut même les ressentir, comme le disait Platon. Ils ont écrit un jour la Déclaration universelle des droits humains. Et beaucoup de lois laïques se sont influencées, quasiment tous les pays, par exemple, ils criminalisent les crimes qu'on fasse au corps des femmes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que très souvent, c'est les lois de la jungle, soit dans une guerre, soit justement une certaine culture, à des pratiques anciennes, barbares, ou une religion, ils se mettent au-dessus de la loi. Donc du coup, en fait, on se trouve sans protection.
Donc, en fait, pour finir, il n'y a pas de protection. Et ce qui est assez positif, si je peux dire quelque chose, c'est que je fais ces débats partout où je vais, 20 pays en Afrique, en Asie, et j'entame toujours, depuis toujours, j'entame ce sujet tabou. Et ce qui est assez incroyable, c'est que d'abord les femmes sont très contentes de pouvoir en parler, mais même après, quand j'en parle aux autorités et aux chefs religieux, il suffit d'être très respectueux et surtout de bien expliquer les choses. Ils sont ouverts, ils ont envie de changer les choses. Et du coup, on se rend compte que ce n'est pas une question de Dieu. Ce n'est pas une question de Dieu du tout même. Ce n'est même pas une question de sexualité. C'est une question d'abus de pouvoir de quelques-uns. Vous permettez que nous fassions une petite pause dans votre témoignage pour poser cette question à Djemila Benhabib. Vous aussi, vous êtes témoin, vous le dites, avant de passer au concept, à l'explication, à l'histoire. Vous êtes témoin de cette tension religion-corps et vous revenez d'Algérie où un mouvement informel, hashtag les prisonnières du voile en Algérie, prend forme. Racontez-nous de quoi il s'agit, puisque c'est en écho avec le terrible témoignage d'Axel Red. Oui, en fait, moi je viens donc d'un pays qui s'appelle l'Algérie, que j'ai quitté dans les années 90 en raison de la montée fulgurante de l'islam politique à cette époque. Donc on se souviendra qu'il y avait un parti et des milices. Et ce qui est surprenant, mais pas vraiment, c'est que les femmes sont devenues véritablement des cibles privilégiées de ce parti et de ces milices. Vous faites bien la distinction entre la religion et la religion instrumentalisée par la politique. Oui, tout à fait. En fait, moi, ma réflexion, elle porte sur les religions politisées, idéologisées. Donc c'est ça l'objet de mes études et de mon analyse. J'étudie les religions parce que, si vous voulez, à un moment donné, elles entravent la vie. Donc pour revenir à votre question, le mouvement qui a été lancé il y a quelques jours à peine en Algérie, c'est un mouvement de soulèvement des femmes contre le port du voile. Et donc, il y a tout simplement un hashtag qui est apparu sur Twitter, donc sur les réseaux sociaux, et qui encourageait les femmes à prendre la parole, à s'exprimer, à témoigner de leur vécu, de leur rapport au corps et de leur rapport au voile. Parce que ce qu'on a vu, c'est que le port du voile a véritablement progressé en Algérie. Donc autant dans les années 70-80, il était quasiment absent. Et là, quand je parle du voile, je parle du voile islamique. Et autant, à partir des années 90, eh bien, il s'est généralisé. Donc il y a matière à réflexion. Et donc ce mouvement en Algérie s'inscrit dans un mouvement qui est bien plus large, qui a été initié dans les pays du Moyen-Orient, où là, le voile est obligatoire, donc de par la loi. Et je parle évidemment de l'Iran, où là, depuis 2 ans, eh bien, les femmes osent enlever leur voile, même si il y a un terrible danger, donc elles encourent, c'est-à-dire l'emprisonnement, l'exil, la mort à quelques reprises, donc au péril de leur vie. Donc en réalité, ce voile nous dit beaucoup sur les sociétés, mais aussi sur les femmes, sur le rapport au corps. Donc c'est intéressant d'y réfléchir et donc c'est ce que je fais. Donc il y a un rapport évidemment entre l'ensemble de ces mouvements-là. Et vous faites un rapport parce qu'il y a 2 mouvements qui s'opposent entre le dévoilement et une revendication du voile dans les sociétés occidentales. On voit une réapparition comme chez les jeunes filles qui portent le voile comme élément identitaire. Est-ce que c'est ce mouvement-là qui vous préoccupe ? Oui, en fait, c'est une excellente remarque. Et je dois dire que je suis confrontée, je suis témoin d'un double mouvement qui est absolument contradictoire.
C'est-à-dire, quand on vient des pays musulmans, on a véritablement envie de se libérer du voile, des voiles. Et donc, il y a une prise de conscience, pas de la part de l'ensemble de la société, mais de la part d'une minorité de femmes. Alors, on espère évidemment qu'elles vont devenir un jour majoritaires, mais ces femmes existent. Et donc, elles conçoivent leur émancipation en dehors du voile. Or, dans les pays occidentaux, on assiste à un mouvement qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ne conçoit son émancipation qu'à travers le port du voile. Donc c'est en voilant le corps de la femme qu'on va s'émanciper, qu'on va devenir libre, qu'on va y compris devenir intéressante, qu'on va commencer à exister socialement et ainsi de suite. C'est donc deux conceptions de la liberté tout à fait différentes. Oui, c'est deux conceptions de la liberté tout à fait différentes, mais surtout deux conceptions du sujet citoyen différentes. Ce que me dit ce mouvement donc, de revendication du voile en Occident, c'est qu'on fait face en Occident à l'émergence d'un sujet narcissique, d'un sujet juridique qui revendique une forme de liberté qui n'est finalement qu'une forme d'aliénation. Voilà, c'est sur ces questions-là essentiellement que je travaille. Alors, vous parlez de l'islam, bien sûr. Est-ce que dans les autres religions, vous constatez la même chose ou c'est un fait que vous liez à l'islam? Parce que vous avez dit ce matin dans une interview à la RTBF que dire que toutes les religions s'en prennent au corps des femmes, ce n'est pas tout à fait juste, il faut nuancer. Oui, parce que... en réalité, évidemment, on peut avoir un regard critique lorsqu'on est femme à l'égard de toutes les religions. Et c'est vrai, parce que toutes les religions ont un problème avec les femmes, ont un problème avec le corps des femmes. Or, je pense qu'il serait pas tout à fait juste de s'arrêter là, parce qu'il y a des religions qui ont évolué. Elles ont évolué parce que les sociétés ont évolué, parce que on s'aère l'esprit, parce qu'il y a des philosophes, parce qu'il y a des historiens, parce qu'il y a des danseurs, parce qu'il y a des musiciens, parce qu'on accepte d'ouvrir les portes et les fenêtres, on accepte de se mélanger. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que la religion, c'est aussi ce qu'on en fait tous les jours. Et donc, mettre comme ça toutes les religions sur un même pied d'égalité, je trouve que ça ne rend pas véritablement service à la compréhension de la réalité qui est complexe. Parce que si l'on s'arrête aux pays musulmans, par exemple, il y a une régression vis-à-vis de la liberté des femmes, vis-à-vis du corps des femmes. La preuve en est le simple coup d'œil dans une rue à Alger, dans une rue au Caire, dans une rue à Tunis, à Kaboul, nous dit clairement que les femmes aujourd'hui, elles sont plus voilées qu'elles ne l'étaient il y a 30 ou 40 ans. Donc, à partir de là, on peut décrypter les sociétés. Et donc, c'est aussi la nuance que j'aimerais apporter donc, dans ce débat qui est très intéressant. Certes, on peut critiquer donc, l'ensemble des religions, mais faut-il aussi donc, savoir nuancer nos critiques d'une religion à l'autre? Alors, Sylvie Losberg, vous êtes historienne, donc que nous dit l'histoire? Qu'est-ce que ça veut dire, cette domination sur le corps des femmes du point de vue historique? Est-ce que c'est intrinsèquement lié aux trois religions monothéistes? Est-ce que c'est consubstantiel à la religion? Non, je pense que ce qui vient d'être évoqué montre à quel point la théorisation de la domination sur le corps des femmes s'est faite à partir des écrits, d'abord des philosophes et puis les textes religieux jusqu'à aujourd'hui. Mais je serais plus nuancée par rapport à ce que Djemila vient de dire, parce qu'au fond, si les religions peuvent évoluer, il y a quand même une constante qui est le refus de la contraception et de l'interruption de grossesse volontaire. Et qu'est-ce que ça dit en fait? Ça nous ramène au vrai problème que posent les femmes. C'est le fait que les femmes, elles ont l'exorbitant privilège d'enfanter et en plus de ça, elles enfantent des filles et des fils. Et le contrôle sur le corps des femmes, c'est de là qu'il vient. Et donc, on sait que les sociétés se sont organisées sur la, oui, bien sûr, sur la question de l'inceste, c'est-à-dire que
Pour pouvoir avoir des femmes à disposition, il faut pouvoir organiser la société et donc ne pas être dans une société qui s'autodétruit par des problèmes congénitaux, etc. Donc il y a une organisation et la femme une variation biologique. Oui, bien sûr, mais du coup, la femme n'est plus un sujet, c'est un objet d'échange avec un autre groupe. Et donc on la vend, on l'échange et dès ce moment-là, il faut absolument pouvoir contrôler la femme. Parce que si on ne la contrôle pas, elle peut avoir un fils de quelqu'un d'autre. Et donc, au fond, la question des religions vient se greffer sur un système qui est archaïque. Et il faut quand même le dire, nous sommes toujours tributaires de cette pensée préhistorique, archaïque, parce que la domination sur le corps des femmes, elle est justifiée a posteriori. Donc, je vais reprendre l'histoire à partir du moment où on a échangé avec un autre groupe, ses filles ou ses sœurs, pour avoir un contrat, ce qui permet d'ailleurs entre les groupes d'apaiser les agressivités, puisqu'on est dans un contrat, on va dire, de solidarité, d'échange. À partir de ce moment-là, la femme qui est assignée à un homme, il faut que ça fonctionne entre eux. Et pour que ça fonctionne entre eux, il faut qu'ils aient des rôles différents, parce que sinon ils vont être en concurrence. Et donc on voit apparaître cette fameuse idée de la complémentarité. Donc il y a les femmes qui seraient plus proches, bon, bien entendu des enfants parce qu'elles les mettent au monde et qu'elles allaitent, mais une fois qu'ils sont un peu autonomes, elles pourraient aussi aller à la chasse au lieu de faire la cueillette. Et cette question de la complémentarité, on la voit très bien encore aujourd'hui et elle revient en fait. Pourquoi aujourd'hui, après les violences dont vous avez parlé, qui ont été dénoncées, les violences généralisées, et pas seulement dans l'islam. Chez nous aussi, les filles sont violées, les filles sont harcelées, les filles sont cantonnées à des places. Peu de savoir. Dans nos sociétés, ça s'est amélioré, mais je voudrais quand même vous rappeler que jusqu'au milieu du XXe siècle, les femmes en Belgique, elles étaient discriminées financièrement, professionnellement, et on l'est toujours, moins, mais on l'est toujours. Et donc, la façon de cantonner les filles dans une position qui est subalterne, inférieure, c'est construite sur ce modèle archaïque, c'est justifié par des textes et en plus de ça, est intériorisé par les filles elles-mêmes, justement, qui reproduisent au fond cette discrimination et cette domination masculine. Et quand on parle de liberté, de jouissance, de plaisir du corps, quand nous en avions parlé, vous me disiez que les filles ont intériorisé, même lorsqu'elles veulent jouir de leur corps, elles ont intériorisé une façon d'en jouir qui correspond au modèle dominant imposé par les hommes. En fait, si je peux répondre à ça, Alfred ? parce qu'en fait, on parle des religions, mais j'aimerais aussi dire qu'ici, dans l'Occident, en fait, on peut dire carrément que l'Internet a pornographié notre société. C'est devenu presque comme la nouvelle génération, la religion de la nouvelle génération. Avec les dictates, oui. Donc, et effectivement, donc je veux dire, qui est libre dans cette histoire? On peut se dire, on se couvre trop ou pas assez. Pour qui? Pour un dieu? Pour un homme? Est-ce qu'on le fait parce que justement on veut appartenir à un groupe et on a peur qu'on n'est pas compris ou on est carrément détesté par celui qui pense autrement? Et où est-ce que je veux en venir là? Sur le oui. Du plaisir et, oui, et qu'on intériorise, oui, il faut jouir. Mais donc comme pareil, en fait, on peut dire que dans l'Occident, en fait, la fille justement, elle, au lieu de se dire tiens, je dois intérioriser, je ne peux pas montrer que je jouisse, la fille dans l'Occident qui est justement imprégnée par tout ce qui se passe, Internet, pornographie, tout ça, mais elle va croire justement qu'elle doit correspondre à ça. Et donc c'est aussi être quelque part esclave. Et c'est dicté par qui? C'est de nouveau, je dirais, par la manipulation quelque part des hommes. Alors, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a une intériorisation on va dire, des catégories et des stéréotypes, et en même temps, la société est structurée sur un principe qui est celui de la domination masculine, mais aussi sur la satisfaction du mâle, de l'homme. Oui. Je vais donner un exemple qui montre à quel point on est dans une contradiction qui me semble assez évidente, mais qui nous échappe. C'est un point d'aveuglement. On nous raconte de manière vraiment systématique que les hommes ont des pulsions et qu'il faut absolument qu'ils puissent avoir une activité sexuelle parce qu'eux, ils sont actifs
Et que ça donc, peut être appelé le droit au sexe. Voilà, le droit au sexe. Et c'est naturel, et naturellement inscrit. Oui, et ce serait naturel. Hein. Et donc, en fait, si on est pris par ces pulsions, bon, ça veut quand même dire qu'on n'arrive pas tellement à se contrôler. Mais dans les stéréotypes, qu'est-ce qu'on dit? On dit l'inverse. On dit que les filles, elles sont plus froides, que bon, elles sont pas tellement intéressées par la chose. Surtout quand on est excisé. Voilà, oui. Alors ça, c'est un autre débat. Je pense qu'il faudra vraiment en parler. Mais parallèlement à ça, au fond, les filles, on les traite comment? On dit, bah, elles ont des émotions, elles ne savent pas se contrôler. Et donc, on voit bien que dès qu'il s'agit de la sexualité et de la satisfaction, il y a quelque chose qui se retourne. Et quand vous parlez des mutilations sexuelles, c'est un fait évident que les mutilations sexuelles n'ont pas pour but premier de priver la femme du plaisir, parce que même les femmes qui sont excisées peuvent avoir du plaisir et même infibulées. Mais par contre, c'est pour les garder pour soi. Hein, c'est pour les garder pour soi, pour qu'elles n'aient pas envie d'aller ailleurs, pour que l'autre homme ne vienne pas les chercher. Et je vais vous donner un exemple, parce qu'on est souvent scandalisé sur cette pratique des mutilations sexuelles à juste titre. Mais en Belgique et dans les pays occidentaux, jusqu'il n'y a pas si longtemps, quand une femme accouchait, le gynécologue, il faisait ce qu'on appelle le point du mari, c'est-à-dire qu'il refermait encore un petit peu plus que nécessaire pour que le mari ait plus de satisfaction quand il pénétrait sa femme. Et donc je crois qu'on doit vraiment aussi faire un retour sur nous-mêmes et se dire qu'aujourd'hui, alors on sait que enfanter, ça vient d'une rencontre entre un ovule et un spermatozoïde. Ce n'est pas le papa qui met la graine ou le monsieur qui met la graine, hein, non. Mais ça, on le raconte encore aujourd'hui. Et donc tout ça, on le sait, mais on n'arrive pas à se reconnaître comme étant tributaire d'une pensée qui est archaïque. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'on ne fait pas de lien dans ce que nous expliquons ici avec les 3 religions monothéistes. Il n'y a pas de rapport autoritaire, ou alors où est la place de la religion dans ces prescrits? La religion, c'est de la religion des hommes pour les hommes. Hein. Ça, c'est très clair que dans les 3 religions monothéistes, la place des femmes est quand même assez... ça n'a pas été noté par une femme, en tout cas. Voilà, Oui, Jamila. En fait, quelques remarques. D'abord, je pense qu'il faut prendre acte que nous vivons dans des sociétés sécularisées. Et là, je parle des démocraties occidentales. Donc, par conséquent, si vous voulez, l'emprise de la religion sur la vie de tout un chacun, elle est réduite. Puisqu'il y a les lois. Ce n'est pas le cas des pays musulmans où le statut des femmes est défini par la loi religieuse. Donc vous voyez que à partir de là, le regard ne peut pas être un simple regard de parallélisme entre les religions. Nous devons faire attention à quelle religion nous analysons. La deuxième remarque que j'ai envie d'apporter, c'est que nos sociétés ont énormément progressé vis-à-vis des droits des femmes. Et il faut le reconnaître. Il faut être capable de le reconnaître. Mais pour autant, ajouter qu'il y a encore des défis nécessaires et identifier les véritables défis qui existent. Aujourd'hui, certes, nous assistons à un retour du religieux à travers la montée des intégrismes religieux. Donc, il importe de savoir de quoi l'on parle lorsqu'on parle des intégrismes religieux. Quels sont-ils ? Quel visage prennent ces intégrismes-là religieux? Donc là, ça devient un peu plus compliqué que de parler des religions dans leur généralité. Et troisième remarque, je pense que le rôle des femmes a changé dans nos sociétés. Mais le rôle des hommes a aussi changé. Nous sommes dans une espèce d'époque, de transition, où nous essayons d'inventer de nouvelles formes qui ne reposent pas sur la domination, qui reposent sur le respect mutuel. Donc, pour vivre ensemble, nous n'avons pas besoin de nous dominer les uns les autres. Nous avons besoin de nous respecter les uns les autres pour que chacun de nous, c'est-à-dire soit dans nos vies intimes, soit dans nos vies professionnelles, soit dans nos vies tout court, puissions être des êtres
émancipés, Mais quand vous parlez bien dans leur peau, jouir de notre corps, mais aussi contribuer à la société dans laquelle on vit. Quand vous parlez du respect, c'est un vœu pieux, parce que comment faire fonctionner le respect quand la situation, l'ordre des choses est telle? Moi, je pense qu'il faut vraiment, globalement, d'ailleurs mondialement, vraiment une révalorisation. Je dis que rien que chez nous, j'ai toujours pensé que de réinstaurer par exemple une sorte de service civil à tout âge, même à partir de la crèche, pour que les enfants ils apprennent le respect de soi-même, le respect de l'autre, l'entente, les vraies valeurs, l'amitié entre garçons et filles, et qui dure en fait une sorte de service civil qui dure toute une vie. Avec des échanges aussi, justement, les différentes cultures, les vieux avec les petits. On s'apprend beaucoup de choses. On ne peut pas juste dissocier une chose, la sexualité. D'ailleurs, il faut des femmes humaines, puissantes, intéressantes à tous les postes de la société, mais aussi des hommes humains. Il ne suffit pas de mettre d'ailleurs juste une femme au poste, parce qu'il y a des femmes qui sont bien moins engagées à ce niveau-là, ou bien moins ouvertes que certains hommes. Donc il faut des hommes aussi. On les a connus depuis la nuit des temps. Un Euripide, par exemple, féministe avant la lettre, dramaturge grec, Médée et tout ça. Déjà, il parlait beaucoup de ce que peut faire une femme, même de tort, quand on est manipulée par un homme. D'ailleurs, c'est le rôle du théâtre et tout ça, et de l'art, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc voilà, je pense que mais ces gens existent déjà, mais on a une nouvelle génération qui arrive, qui sont volontaires. Ils sont peut-être pas c'est pas leur première préoccupation, je pense, la sexualité, ou en tout cas, c'est de ce qu'on est en train de dire. Eux, c'est le climat, eux, c'est les shootings de leur école aux États-Unis. Mais ces mêmes jeunes, ce sont des gens qui sont ouverts, c'est leur futur. Et je pense que c'est pour ça, c'est très important dans les écoles, ou dès le plus jeune âge, d'apprendre vraiment ce que c'est les valeurs. J'ai parlé tout à l'heure avec des jeunes de l'école, et pourtant, je suis sûre qu'ils ont des profs très inspirants, mais ça manque dans l'école, ça manque partout dans le monde. Ou parfois, au contraire, j'ai vu dans des écoles en Afrique qui avaient beaucoup plus de cours de droit et de respect qu'on est chez nous. Pour que le corps des femmes puisse exulter véritablement, est-ce qu'il faut plutôt éduquer les jeunes hommes ou mener les femmes à plus de combats? Mais je pense que dans ce qui vient d'être dit, il y a plusieurs éléments importants. Le premier, c'est la notion d'émancipation. Donc, des sociétés qui s'émancipent des carcans traditionnels, qui créent des lois qui sont créatives par rapport à notre histoire et à ce qu'on en porte, mais aussi par rapport à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire quel projet de société. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance dans notre société parce qu'on a quand même des espaces d'échange très constructifs, de solidarité entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes. Il y a des mesures qui sont prises pour que la vie familiale professionnelle soit plus harmonieuse et pour décloisonner cette assignation à maternité des uns, à profession des autres. Et en même temps, on voit qu'il y a, pas seulement du côté des religions, mais du côté, je dirais, de prise de pouvoir idéologique, un refus de la mixité, par exemple. Alors que précisément, c'est quand on est ensemble qu'on apprend à se connaître et qu'on ne se méfie plus de l'autre et qu'on peut trouver des pistes pour améliorer notre quotidien et être créatif. Et alors, je voudrais quand même revenir sur la question de la sexualité par rapport justement à cette question de l'émancipation. Parce que qui dit émancipation dit exercice de la liberté. Mais dans toute société organisée, il y a un ordre. Voilà. Et l'ordre établi, qu'il soit politique, religieux ou autre, ils n'aiment pas tellement que les sujets exercent vraiment pleinement leur liberté. Parce que la liberté, c'est aussi remettre l'ordre en question. Mais c'est quoi cet ordre établi? L'ordre établi, c'est le discours du maître, c'est-à-dire c'est qui décide, quoi. Voilà. Alors bon, nous, on a beau proposer des choses, je parle des féministes, puisque je suis présidente du Conseil des femmes, vous l'avez souligné, mais en même temps, est-ce qu'on est vraiment entendu sur la répartition des postes en politique? Regardez les listes électorales et vous comprendrez que non. Pourquoi
Pourquoi? Parce que c'est un partage. Il faut partager les places, il faut partager les privilèges et que ça ne se fait pas comme ça. Donc il faut que chacun y trouve son compte. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'à l'école, il faut des espaces pour l'apprentissage du rapport à l'autre. Et je vais quand même signaler qu'en Belgique, on a 2 possibilités. La première, c'est ce qu'on appelle l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, mais que c'est très compliqué de le mettre en place pour tous les élèves, dans toutes les classes, dans tous les réseaux, parce qu'il y a des réseaux qui n'en veulent pas. Et puis, il y a ce qu'on appelle le cours de philosophie et de citoyenneté. Apprendre à être citoyen, apprendre à penser, connaître les religions, savoir ce qu'on en fait aujourd'hui. Et là aussi, il y a des barrages au niveau politique. Et je crois qu'il y a des leviers, il faut pouvoir les forcer. Et je crois que la population dans son ensemble ne se rend pas vraiment compte qu'au fond, les freins, ils ne sont pas seulement chez les uns ou chez les autres. L'ordre établi, tenir la population dans les raies dans lesquels on veut la tenir, on est encore dans ce système-là. C'est un peu comme les ballons, les flamands. Hein, je veux dire, depuis longtemps, non, je me disais, on est une génération, ce serait résolu. Alors, évidemment, quand on parle d'émancipation, nous parlons du point de vue ici, hein, nous sommes en Occident avec notre liberté, mais quand on parle d'émancipation et que l'on est une femme croyante, comment on se débrouille avec son corps, la religion et sa volonté d'émancipation, Jemila? J'en sais rien, je ne peux pas répondre à cette question, mais pour autant, moi, ce qui m'importe dans ce débat, c'est d'abord de dire que le féminisme, c'est un humanisme, qu'il n'y a aucune société qui gagne quoi que ce soit en écrasant les femmes, en dominant les femmes. Et d'ailleurs, toutes les sociétés qui reconnaissent les femmes, qui leur reconnaissent une véritable existence, ce sont des sociétés qui, d'un point de vue du développement humain, réussissent. Vous pensez à quoi, par exemple? Tous les pays nordiques, par exemple, mais toutes les démocraties occidentales, ce sont des pays qui réussissent, qui ont des indicateurs de développement qui ne sont pas au rouge, comme la plupart des pays où les femmes sont encore des sujets totalement dominés, subordonnés par des lois religieuses. Déjà, juste une petite chose, mais pour le climat, par exemple, cette marche, juste pour finir, quand même des filles. C'est ça, juste pour finir sur une très belle métaphore, mais qui n'en est pas vraiment une. En fait, c'est celle de Germaine Tillon, donc la résistante, l'ethnologue, qui analysait ce qu'est la douleur féminine, la douleur des femmes, et qui dit la douleur des femmes, elle touche les hommes, et donc c'est fatalement une douleur qui va se propager à l'ensemble de la société, parce que une femme qui a mal, une femme qui souffre, elle va faire souffrir l'ensemble de son environnement, parce que l'homme va le sentir. L'homme ne va plus être aimé, il va être craint. Et il y a une différence entre un homme qui est aimé, un homme qui est craint, un homme qui est respecté, et ainsi de suite. Donc, ça nous montre bien tous les avantages de reconnaître les femmes comme étant des sujets à part entière et de mettre en place des politiques publiques pour les propulser au sommet du pouvoir politique, du pouvoir financier, du pouvoir économique, du pouvoir journalistique, et ainsi de suite. Est-ce que les lois, Sylvie Losberg, protègent la liberté de choix? Une femme croyante qui doit réfléchir à une interruption volontaire de grossesse, si elle est protégée par la loi, peut beaucoup mieux choisir. Elle a la liberté de choisir. Elle se réfère à sa religion, elle se réfère à la loi. Est-ce que c'est ça l'utilité de la loi pour protéger le corps des femmes et son devenir? C'est un débat très important, cette question du choix.
qu'est-ce que c'est choisir? En fait, quand on choisit, on est déjà dans un cadre, on choisit ceci ou ça. Hein. Qu'est-ce qu'on met en avant ou pas? Et sur la question de la femme et de la religion, moi je voudrais quand même, enfin, je suis toujours perplexe quand je vois le titre de nos rencontres, la religion dans la cité, parce que pour moi, il n'y a pas de place pour la religion dans la cité, c'est-à-dire dans la société civile. Vous pensez que c'est une chose intime et privée? Oui, mais même si évidemment, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait des églises et des lieux de rencontre, mais la cité, c'est précisément le beffroi, c'est la société civile où tout le monde doit se retrouver, quelle que soit son opinion, sa religion, son idéologie, ses orientations diverses. Et donc là, je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est un peu inquiétant, comme dirait Zineb El Radzaoui, par rapport à ça. Et en même temps, clairement, la religion, qu'est-ce que c'est au fond? C'est ce qui nous relie à quelque chose de surnaturel, spirituel. Donc, bien entendu, c'est jamais la même chose pour personne. Même dans un groupe de religieux, est-ce que cet exercice de la religion est le même? Non. Et pour les femmes, c'est pareil. Alors, vous parlez de l'interruption volontaire de grossesse, c'est un grand débat en Belgique, comme vous savez, puisqu'on n'est pas arrivé à faire une bonne loi. On est arrivé à faire une loi un petit peu moins mauvaise que la précédente. Et c'est très clair que les femmes qui sont religieuses par choix, catholiques ou musulmanes ou juives, ont recours à des interruptions volontaires de grossesse, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'elles ont des croyances et qu'elles tentent de le respecter. Et puis, il y a la vie réelle. Et quand on a 5 enfants ou 4 enfants ou même 2 ou même 0 et qu'on n'en veut pas, la solution est là et on prend la solution qui est la meilleure pour soi, pour son entourage. Et il n'y a pas de raison de se soumettre à un prescrit qui vient d'ailleurs et qui, en plus, voilà, n'a jamais été respecté. Mis un espace de liberté. En l'occurrence, je crois heureusement quand même dans nos pays, on a un espace de liberté, mais je voudrais quand même parler de la stigmatisation, c'est-à-dire que les femmes sont en général infériorisées dans leur choix et puis elles sont contrôlées par la loi. Moi, je ne vois pas dans notre pays, par exemple, une loi qui contrôlerait le corps des hommes. J'ai beau chercher, si vous avez une idée, je suis preneuse. Mais par contre, on a pas mal de lois qui contrôlent le corps des femmes dans notre pays, dont celle-là, par exemple. Vous pouvez comme ci, mais vous ne pouvez pas comme ça. Et d'autres, par exemple, avant de donner la parole à Axel, et d'autres lois qui contiennent, enfin qui surveillent le corps des femmes? Je vais donner un exemple. Bon, cette loi a heureusement été abrogée, mais vous savez que le divorce est une loi qui n'est pas si ancienne que ça chez nous. La vraie loi sur le divorce, c'est 1994. Eh bien, dans les procédures de divorce auparavant, la question d'adultère, les femmes étaient discriminées par rapport aux hommes. Donc, l'exercice de la jouissance sexuelle, c'était pire pour une femme. Je vais vous donner le vrai exemple de la loi. Donc, en Belgique, quand une femme avait été convaincue d'adultère, elle était punie de X mois de prison et une telle amende. Mais le mari, s'il était convaincu d'adultère, ne risquait rien, sauf s'il avait amené sa concubine à la maison. Et là encore, la peine était moindre que celle de la femme. Donc on voit que la question du corps des femmes dans la loi, c'est un vrai sujet et un grand travail à faire, d'ailleurs qu'on essaie de faire avec mon équipe qui est là, que je salue, qui est formidable. On essaie de retravailler, d'analyser le droit belge à l'aune de ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire quelles sont encore dans nos législations les discriminations directes que la loi impose aux femmes. En tant que juriste, je peux confirmer ce que vous dites, mais la note positive, c'est que la loi belge a évolué. Et qu'aujourd'hui, c'est quand même, je veux dire, une femme d'ailleurs aussi, elle perdait la garde de ses enfants. Non, je voulais juste rajouter que aussi sur le plan mondial, c'est extrêmement important. Je suis marraine de la campagne She Decides. Parce que Trump, il avait enlevé, il a fait beaucoup de bêtises, mais entre autres, il avait enlevé les budgets pour toutes les ONG qui soutenaient le planning familial. Donc mondialement, c'est aussi très important que ces femmes ne doivent pas avoir recours à des avortements clandestinement, avec toutes les conséquences. Justement, on parlait de ces fistules, mais c'est une de ces conséquences que parfois, justement, si elles ont dû avorter d'une façon horrible. Donc voilà, je voulais juste soutenir ce que vous dites. Et puis, une fois de plus, en fait,
déjà, la loi belge, c'est toujours une chose, mais effectivement, il y a toujours ce problème, soit ici en Belgique, c'est un pays laïque, comme vous dites, mais soit un pays est carrément pas laïque, ou soit, même dans un pays comme la Belgique, dès qu'on parle de religion, il y a les lois religieuses qui règnent. Oui, qui règnent. Moi, j'ai vu dans plein de pays en Afrique où, par exemple, il y avait je me souviens, ça m'avait frappé une fille qui avait fait l'université et elle avait accepté d'être la co-épouse. Je dis waouh. Pourquoi faire Parce autant que la tradition religieuse... Parce que la tradition religieuse le disait, et pourtant la loi, la première chose que je demandais, qu'est-ce que la loi laïque dit dans ce pays, et en fait non, c'était contre la loi. Mais c'est toujours ce problème de ces lois religieuses qui se mettent au-dessus. Oui, Jamila. Oui, par rapport à l'avortement, évidemment c'est un sujet extrêmement sensible. Surtout lorsque on sait à quel point les femmes sont déterminées. C'est-à-dire que lorsqu'elles se mettent dans la tête qu'elles vont avorter, elles vont le faire. Et si on se situe dans des pays où l'avortement est interdit, eh bien, elles vont le faire pareil. Et c'est là où on voit une nette différence, encore une fois, entre des pays où l'avortement se fait dans des conditions décentes et des pays qui continuent de criminaliser l'avortement. Parce que dans l'ensemble des pays, l'avortement se fait. Il faut juste se poser la question du comment. Et ultimement, combien de femmes meurent. Et donc, d'où la nécessité, encore une fois, de tenir les religions loin du politique. Parce qu'à chaque fois que les religions se rapprochent du politique, eh bien, il y a une volonté de dominer le corps des femmes. Des cas de femmes qui ont tenté un avortement et qui sont devenues stériles ou qui ont eu des hémorragies, évidemment, très importantes. Je n'en connais pas seulement une dizaine, je n'en connais pas seulement une centaine, mais des milliers, dans différents pays. Et donc, c'est ça aussi qu'il s'agit si vous voulez, d'éradiquer. Parce que ce sont des vies que l'on brise à chaque fois que l'on veut contrôler la sexualité et la contraception des femmes. Merci beaucoup. Oui, Jamila, j'irai encore plus loin parce que ce sont en général des femmes qui ont déjà des enfants. Et donc, quand elles meurent, ça fait des orphelins. Et on voit en Afrique, c'est un véritable fléau. Et là, ce n'est pas toujours la religion musulmane. Je devrais quand même rappeler que le pape considère que le viol d'une femme, c'est moins grave qu'un avortement. Et donc le pape, c'est quand même quelqu'un qui a autorité, qui vit en Occident et qui est censé respecter la vie humaine. Mais non, voilà, le viol serait moins grave que l'avortement. Et je trouve que ça résume vraiment bien la pensée dans laquelle on est encore aujourd'hui. Parce que pour accepter ça, quel parent, quel ami, quel père, quel mari, quel compagnon pourrait accepter de dire que oui, c'est moins grave que ma femme ou ma fille ou ma copine se fasse violer plutôt que d'avoir recourir volontairement à une interruption de grossesse médicalisée. Personnellement, je suis scandalisée quand j'entends ça et je ne comprends pas comment on inscrit ça dans les journaux sans qu'il y ait un tollé général. Je ne comprends pas. Et comment faire pour que ce que vous nous dites ici soit perçu comme des propos universalistes et pas le fait de quelques féministes échevelées? Alors, je ne dis pas que nous sommes des féministes échevelées, bien sûr, mais la perception, peut-être que des hommes dans la salle vont dire voilà encore une brochette de féministes excessives. Comment rendre ce propos universaliste? C'est-à-dire c'est une analyse qui parle de l'homme et de la femme et pas uniquement d'un combat féministe. Moi, je pense que tout le monde, pour finir, si on évolue comme on le propose, tout le monde sera mieux. Je pense que je connais cette nouvelle génération d'hommes, par exemple, qui sont ont des rapports tellement plus sains avec les femmes. Je pense que sexuellement, le couple va beaucoup mieux.
Pour moi, c'est une des raisons les plus importantes. J'aimais juste rajouter une toute petite chose quand vous dites de poser la simple question à un père, qu'est-ce que vous dites si votre fille... pour la même raison, en fait, pour la prostitution, il faudrait oser poser la même question, parce qu'on continue à dire il y a un droit au sexe, donc... et puis il y a des femmes qui veulent être prostituées. Abolition de la pauvreté, déjà moins de femmes voudraient être prostituées. Si déjà aussi elles s'estiment parce qu'elles n'ont pas été abusées quand elles étaient petites, si on créerait une réelle empathie chez l'homme qui oserait se dire est-ce que je voudrais que ma fille, on arrive là. Donc oui, donc je suis vraiment contente que vous abordiez la question de la prostitution, parce que c'est vrai que dans nos sociétés, et vous parliez de liberté, oui, il y a des femmes qui airaient la liberté. Bon, de toute façon, si on veut monnayer quelque chose de sa vie privée, que ce soit sexuellement ou autre chose, on peut toujours le faire avec quelqu'un. On n'est pas obligé de rentrer dans un système, en fait. Hein. Le mariage, par exemple, ça peut aussi être un accord financier. Ça l'a été pendant très longtemps. Mais par contre, ce que je disais tout à l'heure en tout début, que la femme est un objet d'échange. En fait, c'est là que commence la prostitution. Parce que la femme, elle est un objet d'échange dans un système qui considère que le droit au sexe du mâle prime. Et la prostitution, c'est rien d'autre que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on veut légaliser, on trouve que c'est un travail comme un autre. Effectivement, se poser la question... J'ai une fille, est-ce que je vais lui proposer, tu vas être hôtesse de l'air, patron d'entreprise, infographiste ou prostituée? Non, personne ne fera ça. C'est jamais un choix, la prostitution. Non, mais quand bien même, je veux dire, quand bien même il y a des personnes qui assument, même temporairement, de passer par cette pratique, moi je n'ai pas de jugement moral là-dessus. Mais je pense qu'il faut quand même pouvoir comprendre d'où ça vient. Et on doit enseigner, je trouve vraiment dans les écoles, l'anthropologie, l'histoire des idées, démontrer que les textes auxquels on se réfère, ce sont des mythes qui sont là pour justifier un système de domination que tout le monde subit, les filles comme les garçons, les homosexuels comme les femmes. Et donc, je crois qu'effectivement, c'est le bon moment maintenant. Voilà, on a les éléments pour le faire. Mais malheureusement, et on l'a vu très vite après #MeToo, le retour de bâton est direct. Hein. Quand on commence à toucher à ça, oulala, on a même des féministes qui arrivent et toutes sortes d'idéologues en tout genre qui viennent nous expliquer que non, pour que tout se passe bien, que la société reste égalitaire, il faut, je vais dire comme ça, garder l'église au milieu du village. Hein. Bon. Oui. Petite conclusion, Axel Red, puisque nous arrivons au terme... Juste une blague, c'était que quelqu'un qui me disait hier, c'était quand même étrange que celles qui avaient critiqué, c'était des femmes en fait qui avaient déjà un certain âge et qu'elles étaient contentes d'avoir du succès comme avec un homme qui fait dans la rue. C'est juste un détail. Je pense que l'humour d'ailleurs dans tout ça n'est pas à négliger. Oui, tout à fait. Parce qu'on a parlé beaucoup des religions monothéistes, mais autant que chez les Grecs, où il y avait plusieurs dieux, c'était une société misanthrope. Il y a une chose quand même très positive chez les Grecs. D'abord, il y a eu Euripide, mon héros. Mais ils savaient l'humour, c'est la place de l'humour. Les Grecs osaient rigoler de leurs dieux. Ils osaient rigoler du comportement de Zeus, qui allait en tant que zéro se prendre à toutes les jeunes filles. Je pense que l'humour, elle est très puissante. Ne pas rire, par exemple, en petit comité ou en grand comité d'une blague misogyne, ça fait un effet énorme. Le gars a l'air idiot. Oui, tout à fait. Le racisme commence souvent par l'humour. Voilà. Merci beaucoup à toutes les trois. Alors, je vous propose, à la sortie de ce débat, de retrouver Djemila Benhabib pour la signature de son ouvrage, pour ceux qui le veulent, discuter informellement avec nos trois invités. Et puis, il y a un débat qui suit, c'est le corps et la mort, et je pense que c'est au Studio 4, si je ne m'abuse. Voilà. Merci beaucoup à tous. Est-ce que je peux juste encore dire et puis j'ai oublié de vous dire que ce soir, il y a un concert d'Axel Red ici. Voilà, à 20h. Je voulais juste dire une petite chose. Je pense que c'est très important qu'en tant que femme, en tant qu'homme aussi, mais qu'on ose vraiment penser à la conséquence de nos actes. Je sais que c'est un sujet, par exemple, très fragile. Le voile, pas de voile, se couvrir, pas assez, trop. Mais oser peut-être se dire... Ce que je suis en train de faire, quelle sera la conséquence pour celle qui se trouve peut-être pas tout de suite à côté de moi, mais plus loin et qui a beaucoup moins de liberté que moi. Voilà. Merci beaucoup, Axel Red. Merci Sylvie Losberg, merci Djemila Benhabib et merci à vous.